il était déjà connu scientifiquement après les publications de Nibie. Ça, c'était une évidence. Alors, il y a peut-être, mais sous réserve, il y a peut-être deux choses. Le temps qui lui a manqué pour publier ces grandes fouilles de Dordogne, et notamment où là il était précurseur, ça c'était évident, les sites de plateau, parce que ce qui s'était passé, c'est effectivement la génération précédente s'était attachée aux grottes dans la mesure où elle présentait des conditions de conservation plus sûres. Ces habitats de plateau, dans des terrains aussi acides, ne permettaient de conserver que le silex, et à partir de là, les déductions apportées pour l'interprétation des structures étaient beaucoup plus difficiles. Il manquait énormément de choses. Il a été précurseur, ça c'est évident. En même temps, en région parisienne, travaillait le roi Gourand et son équipe qui avaient une approche beaucoup plus anthropologique que géologique du problème, et qui a été, semble-t-il, alors cette fois-ci, le premier à faire du décapage, ça, ça peut-être il faudrait voir dans le temps, mais ça relève du sida, pour quelle est l'équipe qui a trouvé et qui a pensé. Il faudrait voir et refaire des recherches un peu. Mais il avait cette approche anthropologique qui lui a permis de reconstituer les nucléides, de faire tout un travail d'approche sur les éléments les plus ténus. Évidemment, Borde, c'est là qu'il intervient, qui n'y croyait absolument pas, et qui continuait aux pêches de l'âge quand même à fouiller au piochon, avec, et s'appuyant sur ce qu'il avait trouvé, sa méthode statistique pour déterminer les faciès, et c'était une des grosses problématiques de l'époque aussi. S'était mis en guerre, enfin les deux labos, les deux grands laboratoires en bord étaient en guerre. Donc, tous ceux qui se trouvaient au milieu entre l'arbre et l'écorce avaient beaucoup de chance, et ça m'est arrivé quand je suis allé voir Brésillon à Paris, d'être. Vous venez de chez Borde, vous n'êtes pas bon, vous êtes sur le roi Gourand, au fond, vous ne savez rien, il vous reste tout à apprendre. C'est un peu caricaturé, mais quand on connaît le milieu universitaire, là, il y avait des enjeux. Alors, Borde, avec sa personnalité, ne favorisait rien du tout. Je me rappelle de Pifto disant « Tiens, le professeur Borde a été disert le jour du Conseil supérieur de l'archéologie », au lieu de dire il a dit « Bourdier, vous êtes un âne », d'habitude, il est plus bref. Seulement, ça a amené Borde, à la suite à démissionner une xème fois du Conseil supérieur, et un jour, ils ont accepté sa démission, un peu contre son gré. Ils ne s'y attendaient pas à ce qu'il soit démissionné. Mais les équipes qui travaillaient, et quand même Guichard était considéré comme un membre, je dirais, de l'équipe au sens large, Borde, tout en étant déjà au musée des Hésies, n'était forcément, n'était plus en cours dans le bureau des fouilles avait changé, ce n'était plus Chabert, c'était déjà Gazagne, et ensuite ça a été de la Rosière. On s'acheminait vers une intégration du bureau des fouilles au ministère de la Culture comme sous-direction, et sous-direction qui était aux mains en réalité de l'équipe Le Roi Gourand, puisque Brésillon était l'inspecteur général de l'archéologie. Ce qui fait que
à partir de ce moment-là, effectivement, Bord ayant été démissionné, il était quand même... sa personnalité existait, mais il n'était plus l'homme qui faisait la préhistoire en France, même s'il avait conservé, et notamment aux États-Unis, une aura et une importance scientifique, hein, il n'était pas. Et il avait quitté finalement, il y avait déjà en dessous des guerres de succession au laboratoire, et je crois que c'est un faisceau d'événements qui a fait que quand Jean-Michel s'est occupé du musée, il a lâché la préhistoire au fond universitaire et de terrain pour faire de l'administration culturelle dans un milieu, et ça on ne pouvait pas lui en tenir rigueur, mais les autres en face lui en ont tenu, qu'il ne connaissait pas, qui était le milieu des musées de France. Et le musée des Aisies, musée d'archéologie préhistorique, faisait figure totalement de vilain petit canard à la direction des musées de France. C'était d'abord une direction de beaux-arts, de musées de beaux-arts, une direction parisienne des grands musées, des grandes collections parisiennes. Le musée des Aisies s'apparentait à espèce de prurite qu'on avait là-bas, avec une personnalité d'ailleurs qui n'était pas facile, qui était en même temps élu local, qui ne se laissait pas, qui ne voulait pas rentrer dans le moule de la direction des musées de France, au point que je me souviens, le soir où il est rentré de Paris dans les énièmes réunion sur la situation du musée des Aisies à Paris, il avait dit à tout l'aréopage des musées, il leur a dit merde, c'est pas mûr, merde, messieurs, au revoir. Et il avait planté comme ça le futur directeur des musées de France, Hubert Landais, l'inspecteur général Cognam, tout un tas de personnalités très parisiennes finalement, très musée des beaux-arts, qui se sont demandé qui est-ce celui-là pour... même s'il avait raison, mais le problème n'était pas là. On n'était plus là, on n'était plus dans le scientifique, on était dans le social le plus absolu. Alors, il est devenu, c'est vrai, conservateur des musées, mais il a eu un mal fou, parce que ça faisait partie des choses... on peut faire 20 bienfaits dans l'administration, un seul dérapage et on ne vous l'oublie pas pendant 20 ans. Et la direction des musées de France a parfaitement appliqué l'adage, puisqu'il n'a été conservateur en chef qu'à quasiment à sa retraite, et encore sur l'intervention de Michel Bord, qui était à l'époque chef du bureau du personnel à la direction des musées de France. On était très amis, donc de mon côté, en sous-main, j'insistais, je disais, écoutez, Michel, on ne peut pas. Michel aussi en était persuadé, Michel Bord, et finalement il a persuadé Landais. D'autant que quand même la guerre qui a opposé le musée des Antiquités nationales et le musée, et donc à Jean Guichard, et surtout à Delporte, qui voulait que les Aisies soient, selon d'ailleurs une organisation des musées, selon une logique qui reprenait l'organisation des musées. Le musée des Aisies était un musée local, en conséquence il devenait le département de préhistoire et du paléolithique du musée des Antiquités nationales. De la même manière que, et c'est ça qui aurait dû être compris, et c'est plutôt comme ça qu'il aurait fallu négocier, mais il fallait connaître bien les arcanes de la direction des musées de France pour le savoir, de la même manière que Cluny n'était jamais que le département médiéval du musée du Louvre. Donc, il y avait de grosses entités muséographique, et puis de la même manière que Écouen n'était que le musée. Bon. Et peu à peu, les personnalités à la tête de ces établissements, et
l'évolution sociale, les nécessités de l'accueil du public qui, après la loi programme sur les musées, le développement des musées et l'effort de l'État et du ministère sur le développement des musées ont fait qu'il a fallu revoir cette organisation issue de l'ordonnance. Mais ça a pris, de l'ordonnance provisoire de 1945, mais ça a pris énormément de temps parce qu'on est dans un milieu finalement très conservateur, très protégé, et qui a toujours rejeté les personnalités un peu, je dirais, excentriques ou excentrées. Et donc à partir de là, le dernier avatar, ben, ça a été l'avatar Cleyemer. Moi, on m'avait proposé. Par 2 fois, on m'a dit, j'ai même eu, mais par 2 fois, on m'a dit, passez le concours, si vous n'avez pas la première année, vous l'aurez la seconde et on vous donne aux Aïsi. Mais, peut-être pas le dire, mais c'est vrai. Et Cleyemer, parce qu'il n'y avait pas véritablement de gens qui avaient été, c'est vrai que j'avais pour eux une formation d'historien, de terrain. J'avais donc le diplôme de bord de géologie du Quaternaire, donc je collais sur le musée, puis je connaissais bien le musée, j'avais contribué à vider les premières collections, l'ancien musée Perroni au moment 2. Donc, mais ça voulait dire que derrière, j'étais dans la ligne. Et j'étais à ce moment-là totalement sous les ordres de Landais. Ah non, du musée des Antiquités nationales. De Delporte. De Delporte. Et avec, comme là c'était pour me nommer comme adjoint de Jean Guichard, avec mission évidemment de le surveiller et de faire en sorte qu'il... Bon, c'était pas tolérable. De faire en sorte que quoi? De faire en sorte que de torpiller tout ce qu'il pouvait faire à l'encontre des musées nationaux et de caler le musée des Aïsi dans l'administration générale du musée des Antiquités nationales, c'était clair. Et c'est ce qu'a fait le Cleyemer, tu considères? C'est ce qu'a fait Cleyemer. Mais la zone entre Cleyer et mon père a duré qu'un an ou 2. Elle a duré qu'un an, mais Cleyemer, et il s'est découvert complètement à la retraite de Jean, où il a dit que Guichard n'avait rien fait, était à la fois et un mauvais conservateur et un mauvais préhistorien. Au point que quand même il est allé très loin, parce que dans la profession, c'est peut-être oublié maintenant parce que les générations passent, mais dans la profession ça lui a quand même été reproché. Il lui avait été reproché, on ne torpille pas comme ça un collègue qui part à la retraite. Parce que les notules qu'il a écrites, qui ont été publiées, je ne sais plus si c'est dans Gallia ou dans quelque chose, étaient plutôt élogieuses. Cleyemer a écrit une... Ah oui, mais ça, il y a l'aspect officiel. D'accord. Ah ouais, mais alors c'est de la schizophrénie, parce que l'aspect officiel... C'est de l'hypocrisie administrative, on fait, oui, mais en fait on n'en pense pas moins, et puis derrière on tue. Et l'ordre c'était de tuer de toute façon. Alors Londres, il venait, il y avait une espèce de consensus très curieux qui venait à la fois de la sous-direction de l'archéologie ou de la Rosière m'a reçu dans son bureau en me disant vous savez que la sous-direction est en coquetterie avec Jean Guichard, je vous interdis. De continuer de le voir. Et je lui dis que Jean Guichard, mon ami, vous ne m'interdisez rien du tout. Bon. Un sanitaire était là. Et il était reparti en fumant sa pipe et en maugréant. Il avait tenté un coup, parce que je connais de la Rosière. Mais derrière, il y avait Brésillon. Et Brésillon, c'était on tue. On tue de Lumelay, on tue Guichard, on tue Borde, on tue tout ce qui n'est pas... de Lumelay, c'est assez raté. Parce que oui, mais de Lumelay, oui. Mais moi, j'ai entendu, j'ai vécu à l'intérieur de l'administration, tiens, cette année, on va supprimer tous les crédits de fouilles de Lumelay. On le tue. On tue, je ne sais plus quel prof de Toulouse aussi. Mais c'était le verbe employé avant d'entrer en conseil
On tue. Et on rigoleur. Alors, il y avait une espèce d'alliance objective avec la direction des musées de France et Delporte. Et là, on tuait, et on a tué. Quelque part, ils ont tué. Alors, c'est toujours pareil, c'est jamais ni blanc, c'est jamais blanc-noir. Hein, le yin-yang, il y a quand même, comme disaient les présocratiques, il y a une troisième voie. Il y a oui, il y a non, et puis il y a une troisième voie quelque part. Qui est ni oui ni non, mais qui existe. Et c'est vrai que peut-être l'erreur commise, mais c'est pas Jean qui l'a commise. Là, c'est Geneviève et son côté passionné dans sa guerre avec Borde. Là c'est vrai que l'administration est quelque chose d'excessivement convenu, qui se travaille, c'est du plus humain dans l'administration. Ces règles qu'on ne connaît pas, ces règles écrites, ces règles non écrites. Et je pense que... Alors là, il y a l'histoire campagne un peu par là. On n'est pas loin de l'histoire de campagne. Il y a l'histoire campagne, il y a tout ça. L'histoire de campagne, je la comprends très mal. C'était quelqu'un qui gênait parce qu'il y avait de multiples projets, le projet Falaise, qui se font d'ailleurs peu à peu, le PIP, c'est pas exactement ça, mais le PIP, c'est un peu quand même de la pensée Jean Guichard. Il y avait pensé à tout ça. Mais je pense qu'il arrivait aussi trop tôt et qu'il multipliait des projets qui n'étaient pas mûrs et en tout cas qui gênaient même la deuxième génération des gens comme Jean-Philippe Rigaud, etc. Qui ont essayé, qui ont attiré leur couverture à eux et qui, dans l'échec du projet Falaise, de ce qui est devenu plus ou moins le PIP actuellement, a réussi à faire créer le labo de Périgueux, le Centre national de la préhistoire. C'est vrai que tous ces milieux, c'était des milieux de gauche caviar. Et quand même, quand ils peuvent tuer, ils tuent aussi. Si vous n'êtes pas des nôtres, là vous êtes à droite, vous êtes des salauds. Alors, là, c'est plus ténu, c'est plus subtil, c'est plus... parce que le ministère était quand même globalement à gauche. Pouvait-on appartenir au ministère de la Culture sans être à gauche? C'était... à part Malraux, mais... Ouais, non, mais c'était pas pensable. C'est pas pensable. Et à partir de 80, c'est la gauche qui s'est emparée définitivement du ministère. Elle existait en sous-main, difficile, mais là vraiment, et quand elle s'en est emparée, elle s'en est bien emparée, elle a verrouillé et elle a à peu près tué tout ce qu'elle a pu tuer à droite. Ça c'est clair aussi. Ça fait des choses qui ne se disent pas, mais bon, qui se vivent au quotidien et qui sont réelles, qui sont subtiles, mais qui sont totalement vraies. Outre qu'il y a une évolution des choses qui faisait que des personnalités comme ça, un peu baroudeurs, comme Jean Guichard, comme Geneviève, dans ce milieu très sophistiqué des musées, détonnés. Même Cléier-Merle, il a totalement détonné. Je le vois arriver un jour, et il le faisait exprès, il le savait, mais enfin, je le vois arriver... je il pose son casque, il venait en moto au conseil des musées avec sa... À Paris? Oui, avec sa combinaison motard, son blouson motard, et ces trucs, et je vois encore l'une des plus grandes garces que je connaisse, mais d'une courtoisie toujours, et d'une amabilité, et d'une... comment dire, à la fois la courtoisie, l'amabilité, l'entre-gens, qui était et qui dit qu'il était conservateur et pas des moindres. Tiens, je ne savais pas que nous avions une réunion motocross aujourd'hui. Ayant dit, oui, de notre conservateur, toujours pareil, un peu à la marge, qui allait être, dont on voulait qu'il soit intégré, dont le ministre souhaitait qu'il soit intégré dans le corps. Après avoir lu le dossier, tiens, je ne savais pas
On a intégré les chefs de gare. Pouf. Les posants sont vus. Ce sont des gens redoutables. Parce qu'il s'est occupé, en l'occurrence, la personne est vivante, c'est pour ça, mais elle s'est occupée dans un site culturel de mettre en place, entre autres, parce que c'était pas un petit train qui faisait un parcours, etc., etc. Tiens, on intègre les chefs de gare. Tout ce qui reste du dossier de quelqu'un, de son travail, et ça c'était la direction du musée de France. Ce que Landais appelait ses conservateurs tour Eiffel. Et c'est de là que vient peut-être aussi, parce que tous ces gens-là, ils ne se sentent absolument pas collègues, appartenir même à la même maison. Mais bon. Ce musée de préhistoire, comme les musées les premiers musées les premiers écomusées, je le sais puisque j'étais dans les réunions de service à la direction du musée de France, mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce truc-là? Ça me gêne, disait l'homme, mais je ne sais pas quoi en faire de ce truc. Qu'est-ce que c'est? Alors après, il y avait les instructions ministérielles, il y avait la politique générale, c'était un directeur d'une administration centrale de l'État, il savait parfaitement composer, il savait... Mais il en faisait le moins possible. Quoi. Et il faisait en sorte que ça ne puisse pas se réaliser dans la totale, que le projet puisse... Alors pourquoi 25 ans? D'abord parce qu'il n'a jamais été véritablement intégré, je ne pense pas qu'il ait été intégré dans la loi programme sur les musées. L'essentiel, il y a eu les grands travaux du président, l'essentiel de leur programme portait au fond sur l'aménagement, d'abord la création d'Orsay, énorme, puis le réaménagement de certains... ensuite, la création du musée de la Renaissance à Écouen, qui ont été quand même deux musées purement créés de toutes pièces, et donc ça a coûté énormément cher. Puis les grands travaux présidentiels avec le Grand Louvre, etc. Et puis évidemment les grands musées parisiens qui ont commencé par ramasser les crédits, parce que dans une certaine mesure, c'était là que se trouvait l'essentiel, peut-être pas les touristes, quoique ça représente un bassin de population important, mais beaucoup à l'international, c'est vrai qu'il y a quand même un prestige global de Paris et des grands musées parisiens, même si les Élysées ou le Mont-Saint-Michel ou la cité de Carcassonne ou le château de Pau, voilà, sont des points importants de tourisme. Et puis qu'on l'analyserait peut-être différemment actuellement. Quoi. Mais c'est vrai que c'est... Alors le dossier a suivi lentement son cours, et puis Jean est mort, et puis Cleyemer l'a repris, mais Cleyemer était lui aussi, pour d'autres raisons, mis à l'index. Et puis la direction des musées de France on a créé les conservateurs du patrimoine, il y a eu d'autres chats à fouetter, et donc lentement ce dossier, ce n'était pas la priorité, les musées n'ont jamais été la priorité de la direction régionale des affaires culturelles ici. De toute façon, c'était jusqu'à la création et même les musées étaient directement gérés par la direction des musées de France, même s'il existait un service déconcentré, et la direction avait obtenu dans les années 80, je crois, sous Mitterrand, le deuxième mandat, je ne sais plus, 90, que les musées sortent de l'autorité administrative du préfet, que ce soit des APAC, c'est-à-dire... puisque, comment un préfet peut-il savoir gérer un musée national? Il y a les collections, il y a les conservateurs, impensable. Bon, donc, ça, pour permettre à la direction du musée de France d'avoir un œil direct et une gestion directe qui avait toujours été la sienne des musées nationaux. Et à partir de là, c'était elle qui déterminait, le directeur des musées de France, qui déterminait les priorités. Et la priorité n'était pas les Élysées. Donc ça a mis du temps, l'administration a lentement élaboré le dossier, mais très très lentement. Et puis ce qu'on oublie, c'est que ça se passe aussi dans un contexte de préhistoriens qui se tirent la bourre les uns les autres à vue dès qu'ils se voient.
On ne peut pas dire que Rigaud est facilité. Or, il a été directeur de la circonscription. Il était patron de l'archéologie à la direction régionale des affaires culturelles. Et on ne peut pas dire sur lui qu'il favorisait les choses. Parce que les crédits, ensuite, transitaient de tout. Ensuite, transitaient par. Ah. Là, pendant des années, je le vois encore, les musées servent alors, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, mais celles qui pilotent les crédits depuis des années, les crédits culturels à la direction régionale des affaires culturelles, n'a rien à faire des musées, mais rien à faire. C'est pas son problème, c'est pas là que ça se situe. Donc elle donne le minimum quand elle se fait même prendre. Elle lâche le crédit, mais si elle peut piquer tous les crédits, elle les pique. Et un des directeurs importants qui a été là dans les années 90, il me semble de 90-97, pendant 7 ans, a utilisé tous les crédits qu'il pouvait, et à commencer par ceux des musées, donc qui pouvaient aller au musée des Élis, à mettre en place le réseau des musiques amplifiées, le réseau aquitaine des musiques amplifiées, et à aider à la création de la rock Barbie School, etc. etc. Donc ça a pris du temps. En plus de ça, il y avait des campagnes qui ressurgissaient de temps en temps. Il y avait les monuments historiques qui avaient ce poids, ces crédits de campagne, ça a été quand même en mise hors d'eau, toiture, ça a coûté une fortune pour rien du tout. Parce que pendant des années, c'était hors d'eau, ça c'est vrai. Donc tout. Puis c'était pas les priorités. C'est pour ça que ça a mis tant de temps.